Alors on reprend la lecture de la sémiotique. Chapitre 3. La moustache. Entre deux ondes, plus attentif aux lézardes du mur d'en face qu'aux ombres traversant le rectangle de lumière, j'attendais, tuant le temps comme je le pouvais. Je crois qu'il serait en fait plus juste de parler de décuvage. En effet, dans ces moments de stase, trop coutumiers, il s'agissait plutôt d'assassiner les heures plutôt que de les compter. Avachi sur les marches sans âge, dans cette impasse sombre, je ne fais pas attention à la ligne de ciel qui me surplombait. Ma posture était inconfortable, au sens propre comme figuré. Des brins d'herbe faméliques poussaient péniblement entre les pavés inégaux. Ils donnaient un aspect rural à cette ruelle pourtant située en centre-ville. Le crépi de la bâtisse qui me faisait face dut être d'un bel ocre jaune avant d'avoir pris, avec le temps, cette teinte indéfinissable mêlant crasse, griffure et impact de toutes sortes. À une dizaine de mètres, sur ma gauche, se trouvait l'entrée de l'impasse. Elle fut par le passé obstruée par une lourde porte à en juger par les robustes gonds encore présents dans le mur. Surplombant l'ouverture, un plancher vermoulu, monté sur de larges poutres biscornues, résistait aux assauts du temps. Il soutenait tant bien que mal une vieille habitation dont on distinguait encore les colombages sous une couche de béton tristement posée comme cache-misère. Il faisait encore bon pour la saison. C'était avec grand plaisir que j'entendais des rires d'enfants dans un appartement voisin. Ils ne se rendaient pas encore compte de la gangue misérable dans laquelle ils grandissaient. Ah, douce innocence. Ces joyeux morts en sursis deviendraient sans doute avocats, éboueurs, cuistots ou ministres. La belle affaire. La seule chose que cela changerait vraiment, c'est l'épaisseur de couches de vernis qu'ils pourraient se payer afin d'oublier leur condition humaine. La nuit dernière fut une nuit sans lune. Nous n'étions pourtant pas aujourd'hui un jour sans soleil. C'était reparti pour un tour de réflexion d'ivrogne. Pensée de dipsomane avec pour unique finalité, comme il était de mise, de se sentir poisseux sous le joug des idées noires. Le tournis m'avait quitté, c'était je crois la faim qui me tiraillait, me transmettant des sueurs froides et le tremblement incertain des organismes dérangés. Ne sachant pas vraiment si je pourrais m'offrir une collation, je me mis à fouiller mes poches, pour n'y trouver qu'une flasque de vodka presque vide. Bon, tant pis, ça fera un repas équilibré, me dis-je en la vidant d'un trait. D'un geste gauche, j'envoyai la bouteille un peu plus loin. Le bruit qu'elle produisit en heurtant le sol me plut. Apparemment, je ne devais pas être le seul égaré dans ce cas, si l'on considérait les nombreux tessons jonchant le sol de ce non-lieu. Plombé par la paresse, je tournai la tête vers la rue tumultueuse. C'est alors que je vis dans l'encadrement de lumière un homme qui se tenait immobile face à moi. Les photons, accrochés à son costume élimé, lui donnaient un air irréel, tout droit sorti d'une nouvelle garpeau. Le vieil homme voûté resta quelques minutes dans cette posture statuaire avant de se diriger vers moi à pas traînants. Maintenant qu'il avait quitté la clarté de la rue pour me rejoindre dans la familière pénombre, je me mis à distinguer mieux ses traits. C'était un homme âgé d'au moins 85 ans, aux rides profondes. Ses yeux noirs se terraient dans de fines crevasses dominées par de broussailleux sourcils. Un large front donnait à l'ancêtre une sorte de noblesse. Ses cheveux blancs étaient soigneusement peignés et une barbe naissant lui ceinturait le visage. Sa peau fine avait une teinte jaunâtre. Son complet veston, de notre âge, lui aurait conféré une respectabilité certaine, si son pantalon ne fût pas maculé d'une tache d'urine qui suivait sa jambe gauche jusqu'à ses croquenaux caramels. Arrivé à ma hauteur, l'homme me regarda avec une bienveillance rare, tandis que fouillant ses yeux, j'attendais qu'il m'adresse la parole. J'étais en présence de la bonté incarnée. C'était un être de lumière dans ma caverne. Après quelques instants, sans plier son sourire, il mit les mains sur ses hanches d'un air satisfait, et j'entendis enfin sa voix angélique. « Ah, tu m'as fait peur, tu m'as fait très peur, ce n'est pas gentil. » Voyant mon air interrogateur, il reprit.
Je croyais que tu m'avais abandonné, que tu ne m'aimais plus. » Je restai interdit, seulement capable d'énoncer un « mais » qu'il coupa aussitôt. « Oui, je sais, je n'ai pas été très sage aujourd'hui, mais on était si nombreux. Je le referai plus, c'est promis, allez, pardonne-moi s'il te plaît. Dis-moi que t'es pas fâché, allez. » Il y avait manifestement erreur sur la personne. J'étais ennuyé d'avoir à reprendre cet homme qui put être mon aïeul, mais je ne pouvais rester indéfiniment muet face à ce spectre du passé. Prenant mon air le plus jovial, je tentai gentiment de lui expliquer son erreur. « Vous savez, monsieur, je crois que vous vous trompez. On ne se connaît pas. » Un instant, son faciès se crispa en une moue d'incompréhension surprise, puis redevint souriant. Une étincelle de malice brillait dans ses yeux espiègles, tandis que ses pommettes saillantes se tiraient sous l'action d'un sourire réconfortant. « Tu m'as bien eu, j'ai failli te croire un instant, mais ça marche pas. Avec Manon, ça aurait sans doute pris, mais tu sais, je suis plus un bébé maintenant. C'est même toi qui le dis tout le temps. » « Moi, je crois plutôt que vous faites un film, monsieur. Vous venez d'où? Vous vous souvenez de votre nom? » « Allez, arrête, papa. S'il te plaît, ne me gronde pas. » Nous y étions. Cet ange déchu me prenait pour son géniteur. Cette révélation me bouleversa, me laissant un goût de sulfure. Un grand mal-être s'empara de moi, alors que je tentais de me lever en m'appuyant sur les pierres sales. L'ancien, notant mes difficultés à me relever, me porta assistance. C'est avec répulsion, dégoût, que je sentis ses doigts squelettiques se refermer sur mon bras. Il me sembla un instant me débattre dans un film de Dreyer. L'homme, que je dépassais d'une bonne tête malgré ma petite taille, me serra dans ses bras secs. Le contact de ses côtes devenait intolérable. La nausée me prit tandis que je me libérais de l'étreinte de cette faucheuse de pacotille. Sa bonhomie se mua alors en une intense tristesse teintée de désespoir. Son regard devint sombre. Je ne sus pas déchiffrer tout de suite ce changement d'attitude. Était-ce un signe de réminiscence ou alors d'un quelconque autre délire sénile? Faisant un pas en arrière, il mit les mains dans ses poches et me dit, en regardant par terre, « Alors c'est là que tu travailles maintenant? Je croyais que c'était mieux qu'avant. Et je te préférais avec ta moustache. Comme ça te donne l'air sévère. » Comprenant alors qu'il ne pouvait sortir de la boucle dans laquelle il vivait, je décidai donc d'entrer dans son jeu afin d'essayer de savoir où il vivait pour l'y ramener ensuite. « Allez, fiston, ça va être l'heure de rentrer maintenant. Tu sais, maman va se faire du souci. Allez, tu viens ?» Un instant suffit pour que tout bascule. Ses babines se retroussèrent, laissant apparaître des dents déchaussées. Il incarnait maintenant la méchanceté à l'état pur. Crachant, en criant, le poing levé, il m'agressa littéralement. « Espèce d'enculé! Tu crois que je vais te laisser tranquille? Tu veux me voler, salopard? Essayer de profiter d'un vieux, c'est honteux, sale connard! Je vais te casser la gueule !» Assommé par ce revirement, j'avais reculé d'un pas. Il en profita pour partir vers l'artère tout en continuant de crier, débordant de haine. Je me rassis. Les bruits et rires d'enfants ne me réconfortaient plus du tout.